Bonsoir. Les flocons d'aujourd'hui font les pistes blanches de demain et assurent les rentrées financières d'après-demain. La saison touristique s'annonce bien dans les montagnes françaises. Chacune à son rythme a vu ses premières neiges et dans les Alpes, on est passé au stade des premiers skis. Cécile Nangeroni. C'est parti tout chousse pour les quelques skieurs des vacances de la Toussaint. Les premiers flocons sont tombés abondamment sur les sommets, du jamais vu depuis 4 ans. Incroyable mais vrai, il a même neigé ce week-end sur les Vosges et le Massif central. Quelques stations ont ainsi pu déjà ouvrir leurs portes, Val Thorens et les Deux Alpes par exemple. Cette dernière était sans doute la mieux lotie. Depuis lundi dernier, 3500 skieurs ont pu profiter d'une super descente de 5 km dans 60 cm de poudreuse. Mais malheureusement, ces chutes de neige n'ont pas fait que des heureux. Ainsi, dans le massif de Loisan, près de Grenoble, un père de famille parti vendredi en randonnée avec ses 4 enfants s'est trouvé bloqué dans un refuge à 2500 mètres d'altitude. C'est un hélicoptère qui les a délivrés aujourd'hui. Plus de peur que de mal donc, mais les caprices de la météo n'ont pas fini de nous surprendre. Mais avant de penser aux vacances, demain c'est la rentrée des classes. Tous les lycéens ne suivront pourtant pas leurs cours. De nombreuses manifestations sont prévues. Il sera d'ailleurs intéressant de voir si les vacances auront émoussé ou non le mouvement lycéen. Intéressant pour les lycéens eux-mêmes et puis aussi pour les hommes politiques qui vont scruter à la loupe l'évolution de ce mouvement, comme nous l'explique Françoise Hugues. Depuis 1968, s'il est un dossier brûlant qui fait trembler tous les gouvernements, c'est bien celui de l'éducation nationale. Et ce ne sont pas les mouvements de masse en 84 en faveur de l'école privée ou en 86 contre l'instauration d'un label selon les universités qui le démentent. Le syndrome de Vaquet s'évite toujours. Il est donc logique que le gouvernement s'inquiète devant la montée en puissance des lycéens en colère. François Mitterrand lui-même, après Lionel Jospin et Michel Rocard, a senti l'urgence de monter en première ligne, surtout dans un domaine dont il a fait la priorité du septennat. Dans un message adressé aujourd'hui aux jeunesses socialistes, il demande à ceux qui exercent des responsabilités d'être en permanence attentifs aux attentes et aux propositions de la jeunesse. Lionel Jospin affirme lui qu'il s'agit plus d'un mouvement de jeunes aux conditions de vie difficiles que d'un mouvement authentiquement lycéen. Quant à l'opposition, elle réclame la décentralisation totale du système éducatif. Ce qui frappe dans l'agitation actuelle, c'est que l'idéologie n'est plus de mise. Les revendications sont très concrètes, axées essentiellement sur des problèmes matériels ou de sécurité. Il se double d'une véritable crise morale et c'est sans doute là ce qui déconcerte une classe politique quelque peu décrédibilisée par les affaires. Demain, le télescopage d'une nouvelle manifestation avec la discussion au Parlement du budget de l'éducation nationale promet au gouvernement des jours difficiles, surtout si au mécontentement lycéen vient s'adjoindre celui des enseignants et des étudiants. Et en prévision de la manifestation de demain, le préfet de police de Paris a donné aux forces de l'ordre des consignes de modération, de tolérance et de patience. L'autre dossier politique qui fait réagir les hommes politiques, c'est le dossier corse. Il y a une culture corse, mais pas de peuple corse, a déclaré ce soir Valéry Giscard d'Estaing, invité du Club de la Presse d'Europe 1. Et puis pour Jacques Chirac, la notion de peuple corse, c'est de la démagogie. En ce qui concerne les Corses eux-mêmes, peuple ou pas, les attentats continuent. Pour Henri Depey, qui je vous le disais hier soir, a été pris en otage cette nuit, ces agresseurs ont voulu montrer leur désaccord avec les mesures du gouvernement. Ces mesures ont d'ailleurs peut-être en quelque sorte redistribué les cartes du mouvement nationaliste corse, comme nous l'explique maintenant Michel Izard. R comme Resistenza. L'enlèvement d'Henri Depey confirme l'émergence d'un second groupe clandestin armé en Corse. Resistenza fait parler de lui depuis le mois de septembre et l'acte d'hier semble avant tout symbolique. En 1975, c'est l'attaque de la ferme du même Henri Depey qui avait déclenché la lutte armée. Resistenza veut peut-être annoncer une nouvelle ère de lutte. Sur ce terrain, l'hégémonie du FLNC est bel et bien brisée. L'organisation clandestine s'est orientée vers une solution plus politique et cela provoque des dissensions. Depuis 2 ans, le FLNC, malgré quelques plastiquages ponctuels, observe une trêve. En 3 mois, Resistenza, lui, a signé 16 attentats. En reconnaissant le peuple corse, le projet Jox sème le trouble dans le camp nationaliste. Il accentue la cassure entre les tenants du dialogue politique et les partisans de l'action armée. Pourtant, malgré leur crise interne, tous les nationalistes restent dans l'opposition au projet. Le FLNC lui-même est encore prêt à faire parler la force. La semaine dernière, 2 jours après la visite de Pierre Jox en Corse, il a signé un attentat sur le continent contre la Société nationale corse Méditerranée. L'actualité dans le Golfe, pas de déclaration fracassante aujourd'hui, mais chaque camp s'est fermement occupé des siens. Côté irakien d'abord, les officiers à la retraite du parti Baas ont été appelés
à rejoindre les forces armées, et ce à partir de samedi prochain. Et puis Bagdad a également annoncé que 2 appareils ennemis venant d'Arabie Saoudite avaient violé ce matin l'espace aérien irakien. Côté américain, James Baker, le secrétaire d'État, a entamé sa tournée au Moyen-Orient par une visite aux troupes américaines basées en Arabie Saoudite. Il y avait, vous voyez, le folklore des porteurs de drapeaux, colt à la ceinture, foulard et bretelles. Et puis le discours, James Baker a galvanisé ses troupes sur le thème « C'est nous les meilleurs ». Les Américains sont chez eux partout où ils défendent leurs principes. C'est le cas avec cette crise. Nous défendons les valeurs qui font des États-Unis le meilleur et le plus grand pays du monde. L'intense balai diplomatique lui se poursuit pour la 2e fois depuis le début de la crise. Le roi Hussein de Jordanie s'est rendu aujourd'hui à Paris et demain il sera reçu par le président François Mitterrand. Pour le monarque jordanien, il y a toujours 2 préoccupations. Convaincre qu'une solution inter-arabe pourra résoudre le conflit et recevoir une aide économique pour aider son pays qui est au bord de la ruine. Cette visite est d'autant plus intéressante d'ailleurs qu'hier, le roi Hussein recevait pour une visite surprise le ministre irakien des Affaires étrangères, M. Tarek Aziz. Avant de rejoindre Paris, François Mitterrand a rencontré le président égyptien Hosni Moubarak au Caire. Même position pour les 2 hommes dans le conflit du Golfe, même langue pourrait-on dire, puisque pour les 2 chefs d'État, l'embargo, mot d'origine espagnole, est la seule politique à suivre. Bernard Volker était sur place. M. Mitterrand, en séjour privé en Égypte, est venu à Alexandrie inaugurer l'université internationale francophone au service du développement africain avec les présidents égyptiens, sénégalais et zaïrois. Une centaine d'étudiants, des cadres venus de 20 pays de langue française, suivront ici 2 années de formation dans des secteurs clés du développement de l'Afrique, nutrition, santé, finances et environnement. Auparavant, M. Mitterrand avait eu ce matin avec M. Moubarak un long entretien entièrement consacré à la situation dans le Golfe. Le président Moubarak a dit à M. Mitterrand qu'ayant déjà été trompé par Saddam Hussein, il était partisan d'une attitude la plus ferme possible vis-à-vis de l'Irak. Le président égyptien n'est pas de ceux qui s'opposeront à l'emploi de la manière forte. Il trouve même que l'Occident surestime les capacités de l'armée irakienne et aussi les risques d'une opération militaire. L'identité de vue entre l'Égypte et la France, qui ont chacune des troupes en Arabie, et l'arrivée dans le Golfe aujourd'hui du secrétaire d'État américain Baker donne bien l'impression que la guerre est de plus en plus proche. Daniel Mitterrand ne se rendra pas au Sahara occidental. C'est ce qu'a annoncé à 7/7 Roger Hanin, le beau-frère de l'épouse du chef de l'État. Daniel Mitterrand avait déjà prévenu que si son voyage posait un problème vis-à-vis du Maroc, elle était prête à l'annuler. C'est donc apparemment chose faite, mais il n'y a pas eu de confirmation officielle. Les autres nouvelles de l'actualité à l'étranger, la situation en Moldavie et les graves troubles à Gaza, en territoire occupé israélien. Frédéric Delpech. Au moins 90 Palestiniens ont été blessés aujourd'hui au cours d'émeutes à Rafah dans la bande de Gaza. Ils avaient lancé des pierres et des bouteilles vides sur des soldats israéliens qui ont riposté en ouvrant le feu. Yasser Arafat, le leader de l'OLP, a estimé que les Palestiniens sont en droit de recourir à, je cite, tous les moyens pour se défendre. Les affrontements de ce week-end font suite à la mort d'un prisonnier arabe vendredi dans des circonstances controversées. Alors que le calme est revenu aujourd'hui en Moldavie, le Parlement de cette république s'est prononcé pour le démantèlement de toutes les milices armées sous 48 heures. Il s'agit d'une volte-face. Le Parlement moldave avait autorisé hier la constitution d'unités armées. Il est vrai qu'entre-temps, le Premier ministre soviétique Nikolai Ryzhkov avait averti que Moscou pourrait prendre des mesures plus résolues si les dirigeants moldaves ne mettaient pas fin à la crise. Le sport est d'abord le football. L'Olympique de Marseille, vous le savez, n'est plus en tête du championnat de France. Hier soir encore, l'OM a dû s'incliner face à Nancy. Depuis l'arrivée du nouvel entraîneur Franz Beckenbauer, les échecs se suivent. Frédéric Jaillon a voulu savoir ce qu'en pense le président du club, Bernard Tapie, et voici sa réponse. Venir, c'est pour faire justement un football différent, avec un état d'esprit différent, avec un mode d'entraînement différent. Et mon problème à moi aujourd'hui, il est de savoir si cette communication différente avec les joueurs sera en mesure de donner ses fruits avant qu'il ne soit trop tard. C'est-à-dire avant que finalement, lui et moi, on constate qu'il y a une trop grande différence d'appréciation entre le football allemand et le football français. On ne juge pas, à mon avis, un responsable sur les fautes d'appréciation ou décisions qu'il prend, mais sur la manière dont il gère les fautes qu'il a commises s'il les commet.
car finalement, moi j'en fais comme tout le monde. Simplement, je crois que j'ai le courage de prendre les décisions et de remettre en cause une décision que j'ai prise. Le week-end sportif était chargé. Vincent Hardy, on va successivement parler avec vous de Formule 1 et puis de la route du Rhum. Mais d'abord le tennis, et là on peut dire que les spectateurs de Bercy n'en ont pas eu pour leur argent. Edberg-Becker, le match a duré simplement une demi-heure et à la place de Boum Boum Becker, on a une cuisse gauche qui a lâché. Oui, Boris Becker s'est blessé cet après-midi au quadriceps de la cuisse gauche et il a dû renoncer. Alors Becker ne met absolument pas en cause la surface de Bercy. Par contre, il avoue avoir beaucoup joué ces derniers temps. 25 matchs ces 3 dernières semaines, c'est énorme. En tout cas, c'est la première fois que Boris Becker s'incline à Paris, où il avait déjà gagné en 1986 et 1989. Il n'avait pas joué en 87 et 88. L'Allemand craint surtout de ne pouvoir disputer le Masters qui aura lieu à Francfort à partir du 13 novembre. On le voit ici abandonné, il ne peut servir. Edberg, de son côté, avec ce demi-succès, conforte sa place de numéro 1 mondial. La voile maintenant, là pas encore d'abandon à la course du Rhum, mais déjà quand même Vincent un retour au port. Oui, Henri Pierre, sur son prao, a été obligé de faire demi-tour. Il a heurté un bateau accompagnateur, un bateau de pêcheurs plus exactement, cet après-midi à 13h après le départ. Et il est donc rentré à Saint-Malo ce soir. Il doit réparer dans la nuit et normalement repartir demain matin. En tout cas, à 13h aujourd'hui, il y avait près de 800 000 spectateurs pour ce départ. Et c'est Loïc Perron qui était en tête ce soir sur la DACPOC 4. Il devançait Laurent Bourgnon qu'on voit sur ces images et Lionel Péan. Florence Artaud était 6e, Philippe Poupon, lui, pointé en 7e position. Voilà, si j'étais méchant, maintenant je dirais qu'on continue avec les abandons. Prost n'a pas complètement abandonné la Formule 1 avec le Grand Prix d'Australie, mais ça y ressemble quand même un petit peu. Non, on ne peut pas vraiment affirmer ça. Par contre, Alain Prost ne parle plus à la presse et pour l'instant, il ne sait même pas lui-même ce qu'il va le faire dans un proche avenir. Réponse vraisemblablement sous les 15 jours. En tout cas, ça n'a pas empêché Nelson Piquet de remporter son 22e Grand Prix aujourd'hui en Australie. Comme au Japon, il y a 15 jours, il s'est imposé. Le triple champion du monde a devancé les Ferrari de Mansell et Prost. Alors une petite anecdote amusante, Nelson Piquet a ouvert sa conférence de presse en disant « Pour les jeunes journalistes qui ne me connaissaient pas, je me présente, je m'appelle Nelson Piquet, j'ai 38 ans. » Merci Vincent. Maintenant, vous allez tout savoir sur la météo avec Alain Gillot-Pétré. Demain, vous retrouverez vos présentateurs habituels. À 7h, Jean-Michel Lelio. À 13h, Jean-Pierre Pernaut. À 20h, Patrick Poivre-d'Arvor. Et en fin de soirée, Jean-Claude Narcy. D'ici là, bonne nuit à tous et à bientôt. Les infos par téléphone au 36 6 5 4 3 2 1. 24 heures sur 24, retrouvez toute l'actualité. Les infos avec TF1 36 6 5 4 3 2 1.